Quand on a discuté en amont de l'atelier, quand on s'est arrêté sur ce titre, je me souviens que j'étais un peu… je me suis dit quand même, est-ce que je vais oser garder ce titre? Comment simplifier la complexité? Puis finalement, bon, je me suis dit, allons-y avec ce titre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vais vous parler d'une façon de composer avec la complexité qui est de développer des modèles. Puisque donc, pour me présenter, moi, je suis modélisateur. Je travaille au CIRAD, au sein de l'UMR Sens, Savoir, Environnement, Société. Et depuis que je suis rentré au CIRAD, ça fait maintenant plus de 20 ans, je travaille avec mes collègues de différentes disciplines à développer des modèles de systèmes socio-écologiques et vraiment dans le but de réussir à échanger, à ouvrir des espaces de dialogue, de partage, de représentation sur le fonctionnement de ces systèmes socio-écologiques, qui sont des systèmes complexes, avec donc comme moyen, parce que là, la modélisation est vraiment prise comme un moyen, de développer des modèles. Donc, je vais vous dire un petit peu la façon dont je pratique la modélisation et en vous racontant un peu comment je fais. Peut-être ça dira aussi des choses sur le rapport à la complexité et la simplification de la complexité. OK. Expliciter les dimensions sociales des systèmes socio-écologiques, on va parler de systèmes complexes, mais on va aussi donc monter un petit peu en complexité parce qu'au fur et à mesure où on va intégrer des dimensions humaines propres au socio-écosystème, on va intégrer des dimensions supplémentaires à la complexité. Donc, dans la complexité, on pense à des systèmes non linéaires avec des changements de phase, la résilience. J'ai mis quelques mots-clés sur les systèmes complexes ici. On parle souvent de systèmes adaptatifs complexes quand on intègre la dimension de décision à prendre sur ces systèmes complexes, parce que, évidemment, systèmes complexes, ce n'est pas nécessairement des systèmes dans lesquels des usagers humains prennent des décisions. Hein. Ça peut être vu comme des systèmes biologiques ou des systèmes physiques, pourquoi pas. Il y a les sciences de la complexité, c'est bien plus large que simplement tout ce qui touche au socio-écosystème. Par contre, donc, les dimensions supplémentaires qui vont progressivement être intégrées au système complexe, quand on parle de systèmes complexes qui intègrent des humains, c'est donc ce qu'on appelle les systèmes adaptatifs complexes avec les preneurs de décision. Et puis après, la dimension gestion, des systèmes adaptatifs complexes gérés, donc avec différentes dimensions qui peuvent ici intervenir. Et finalement, pour finir, souvent ce qui est mis en exergue aussi, c'est des conflits, même sans aller jusqu'à des conflits, des tensions, des incompréhensions qui sont liées donc au fait que les différents acteurs concernés dans les systèmes socio-écologiques, chacun ont leur propre stratégie et d'éventuelles coalitions qui existent entre des groupes de ces usagers des ressources ou des acteurs d'un territoire, les tensions entre les institutions, les différents systèmes de valeurs qu'il peut y avoir et qui sont propres à chacun des acteurs, et toute la dimension jeu de pouvoir. Donc, quand on intègre ça explicitement à un système complexe, évidemment, on arrive à des empilements de différentes dimensions de la complexité qui font que le défi est encore plus grand de s'attacher à des systèmes complexes qui sont peuplés d'acteurs humains qui interagissent pour prendre des décisions. Pour revenir peut-être à une définition de la complexité systémique, j'ai repris ici une définition qui, en fait, et ce n'est pas neutre de voir ça, positionne la définition d'un système complexe comme étant un système qu'on ne peut pas approcher comme une collection de constituants similaires, chacun répondant de manière indépendante à une situation qu'ils ont tous contribué à créer. Cette définition, donc, qui est vraiment très, très générique, et pas spécifique au système socio-écologique, mais à tout système complexe, met vraiment l'accent sur donc, le caractère de composants indépendants au niveau microscopique, dont, en fait, en descendant à ce niveau-là, à la dimension réductionniste, on s'aperçoit qu'on n'arrivera jamais à rendre compte de la dynamique globale du système,
simplement en essayant de définir et de spécifier la dynamique des entités qui le composent. Donc, ça veut dire que si vraiment on ambitionne de comprendre comment fonctionne le système, il va falloir qu'on s'attache à l'identification et à la spécification de la façon dont les niveaux de structure intermédiaires interagissent et se combinent les uns avec les autres. C'est ça, en fait, peut-être la caractéristique principale d'un système complexe. Alors ici, j'ai remis quelques représentations de systèmes socio-écologiques, en tout cas de conceptualisation d'un système social et écologique, en partant de la gauche avec une vision un peu centrée sur la résilience, qui peut être vue comme étant une imbrication de ce qu'on appelle la résilience à différents niveaux. Au niveau d'un individu, avec tout ce qui va plutôt relever de la psychologie, au niveau interpersonnel de groupes de personnes, et puis au niveau socio-écologique. Je ne vais pas rentrer dans toute la présentation de la résilience des systèmes socio-écologiques, mais voilà. Donc, on peut aussi, c'est une entrée sur la conceptualisation d'un système social et écologique par la résilience. Au milieu, on a le cadre un petit peu plus couramment utilisé par les gens qui travaillent sur les systèmes sur les services environnementaux, pardon. Donc, le cadre des services environnementaux qui voit un petit peu des interactions entre niveaux d'organisation. Donc là, on revient à ce que j'ai voulu mettre en exergue sur la diapo précédente. Donc, cette dimension interaction entre niveaux d'organisation qui est vraiment cruciale pour l'étude des systèmes complexes. Mais peut-être dans ce cadre-là, on a une étude plutôt parallèle des interactions au niveau des composants naturels ou de l'écosystème, et puis des interactions entre les différents niveaux d'organisation de la société. Et puis à droite, en fait, dans la science de la complexité, on va plutôt donc pas mélanger, mais considérer de manière conjointe des entités humaines et non humaines, des institutions, et toujours avec cette idée d'interaction à travers les échelles et les catégories. Il y a aussi cette idée de reconstruction, ou en tout cas de représentation du fonctionnement d'un système en un ensemble d'entités interagissant, mais cette fois-ci où on va intégrer des composantes, qu'elles soient naturelles ou sociales, dans ce qu'on va considérer comme être un système d'études, le système socio-écologique. Et là, il y a la dimension aussi de construction particulière à chacune des personnes qui va observer ce système, de quelles entités je vais considérer comme pertinentes à considérer. Et donc, on peut avoir différentes façons, finalement, de construire des ensembles qui vont constituer les objets d'étude et qui sont les systèmes socio-écologiques sur lesquels on va travailler. Donc, une entrée pour l'étude des systèmes socio-écologiques que nous, on a retenu dans notre équipe de recherche depuis des années, c'est vraiment de faire un focus particulier sur les interactions entre dynamique écologique et dynamique sociale, ou en tout cas des acteurs qui ont des poids dans le processus de prise de décision et des représentations individuelles qui sont différentes. Donc, d'un côté, tout ce qui va concerner les dynamiques écologiques, et de l'autre, des acteurs avec des représentations, des objectifs et des poids aussi dans le système qui sont différents. Et l'objet d'étude, ça va bien être donc à l'intersection entre ces dynamiques sociales et ces dynamiques écologiques, toute la dimension des interactions et en faisant un point d'intérêt particulier sur les points de vue, c'est-à-dire que chacun des acteurs peut avoir une façon bien particulière de se représenter comment fonctionne le système. C'est ça qu'on va essayer aussi d'intégrer dans les modèles qu'on va développer. Donc, interaction et des points de vue. Déjà, au niveau individuel, il y a cette dimension d'un modèle mental ou des idées que se font chaque individu de comment fonctionne le système. Et quand on va commencer à essayer de partager ces points de vue, ces représentations, il va falloir les expliciter, les éliciter. Et pour ça, les modèles peuvent être une stratégie, une façon, une méthode pour travailler sur le passage de ce qui est dans la tête de chacun des individus à
des modèles conceptuels du fonctionnement du système. Donc là, la flèche qui est représentée ici par un B, c'est déjà un processus de représentation des connaissances internes, donc pour nous de modélisation. Et chacun des acteurs peut avoir évidemment des points de vue spécifiques. Dans la façon de conduire des recherches sur le système socio-écologique, donc on a cette vision en haut à gauche un peu classique d'un chercheur qui observe et cherche à comprendre, cherche à caractériser comment fonctionnent les interactions entre une société et un milieu dans l'usage des ressources. Et puis, on a la dimension aussi aménageur, donc les interactions entre de la recherche, si elle est impliquée, elle cherche aussi à proposer des choses qui permettent de travailler sur la façon d'aménager le territoire ou d'aménager le système qu'on étudie. Et en bas à gauche, on a cette dimension d'intégrer dans les représentations justement ces représentations individuelles, donc de travailler sur le fait que les décisions qui seront prises par chacun des acteurs ou des usagers des ressources sont conditionnées par les représentations individuelles de chacun de ces acteurs, pour finir en bas à droite avec une vision dans laquelle on va intégrer le fait que les chercheurs et les aménageurs sont finalement des acteurs comme les autres, avec eux-mêmes des points de vue sur le monde, des systèmes de valeurs qu'ils amènent dans l'étude et qu'il faut aussi pouvoir, dans la mesure du possible, intégrer et en tout cas expliciter dans les conséquences que ça peut avoir sur la façon de mener des recherches sur le fonctionnement de ces systèmes. Donc, des modèles pour partager des représentations, finalement, c'est un peu ça la stratégie que moi, en tant que modélisateur des systèmes socio-écologiques, en tout cas la méthode que j'utilise. On trouve avec donc ces différents acteurs qui ont des représentations particulières sur comment fonctionne le système. Et ce qu'on propose de faire, c'est de créer des arènes en invitant, en convoquant, en impliquant des représentants des différents types d'usagers à participer à des ateliers de co-construction de représentation simplifiée du fonctionnement du système. Alors évidemment, chacun vient avec ses représentations spécifiques. On va en discuter. Le processus de construction du modèle sera aussi l'occasion de partager ces représentations individuelles. Et évidemment, on a une représentation simplifiée. La modélisation, c'est ça, hein, c'est développer des modèles, enfin des représentations nécessairement simplifiées du fonctionnement du système réel. Ce n'est pas forcément la représentation qui correspond le mieux à toutes les représentations individuelles, mais au moins, chacun des acteurs ayant été impliqué dans le processus de construction, chacun reconnaît que l'objet intermédiaire qu'on a développé, le modèle, est une construction collective. Et après, en l'utilisant, il y a tout ce qui se passe dans la phase de construction, puis il va y avoir aussi tout ce qui se passe dans la phase d'utilisation, puisqu'on ne s'arrête pas de la modélisation conceptuelle. On va traduire les modèles conceptuels en des modèles concrets. Je vais rapidement vous dire un peu les deux formes que peuvent prendre les modèles concrets qu'on développe, à partir desquels on va explorer différents scénarios et on va poursuivre en fait les discussions entre les parties prenantes au travers de l'exploration de ces différents scénarios. Donc, cette façon de pratiquer la modélisation, on appelait ça la modélisation d'accompagnement, companion modeling en anglais. Et on est un groupe de chercheurs en fait, qui capitalisons les expériences et partageons un peu nos expériences au travers d'un réseau qu'on a appelé Commode, avec un site internet dédié. Donc, voilà, on crée des arènes de modélisation participative. C'est ça un petit peu le grand principe de la modélisation d'accompagnement. L'objectif, c'est vraiment de partager des représentations en stimulant les interactions entre les participants à ces ateliers de modélisation d'accompagnement. Et dans notre réseau, en fait, on utilise deux types de modèles concrets. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le modèle conceptuel, on peut décider de développer ce qu'on appelle des jeux de rôle, où là, on n'a pas nécessairement d'informatique et où la représentation des usagers de ressources d'un territoire et les décisions qui vont être prises pour simuler l'évolution de cette représentation simplifiée du territoire seront prises par les participants d'un atelier qui est une mise en situation. Et on fait évoluer comme ça la représentation simplifiée du territoire au cours du temps et on regarde ce qui se passe et on discute. Et le pendant de ce type de modèle concret qu'on appelle des jeux de rôle, c'est des modèles de simulation informatique de type multi-agent, où là, on a représenté, y compris les processus de décision des usagers des ressources,
comme avec des algorithmes informatiques qui permettent en fait d'avoir des simulations autonomes où on peut explorer sur des horizons temporels un peu plus lointains, jusqu'à 30 ans, l'évolution des territoires simulés. Alors, les jeux de rôle ou la simulation multi-agent interactive, ce qu'il faut voir qu'entre un jeu de rôle sans informatique, on peut aussi avoir un support informatique au jeu de rôle. Et là, on peut parler de simulation multi-agent interactive. Il y a un certain nombre de processus qui peuvent être dédiés à l'informatique, mais tout ce qui va concerner la décision des usagers restera à l'initiative des participants à un atelier. Donc, ça va constituer en fait des sortes de laboratoires pour étudier comment les acteurs locaux, qui jouent leur propre rôle la plupart du temps dans ces mises en situation, vont répondre à des changements. Donc, ça permet de travailler sur des adaptations des acteurs locaux et comment ils envisagent de s'adapter à des événements qui n'ont peut-être encore jamais véritablement eu lieu sur des territoires. Et à partir de la spécification de ces façons de s'adapter à des changements qui pourraient intervenir, on peut définir donc des algorithmes qui permettent de coder la façon dont les gens s'adapteraient à ces changements pour explorer sur des horizons plus lointains différents scénarios d'évolution des territoires. Et là, on va participer avec les mêmes participants. Ça va être des ateliers qui vont se suivre dans le temps. On va pouvoir utiliser des modèles de simulation informatique pour prolonger un peu les réflexions. Je vais dire quelques mots donc le paradigme de représentation des systèmes socio-écologiques qu'on utilise et qui est commun aux jeux de rôle ou aux simulations informatiques, qu'on appelle les systèmes multi-agents. Donc, qui a une façon de se représenter le fonctionnement de systèmes complexes qui vient du monde de l'informatique et que donc, nous, on utilise comme un moyen d'étudier les relations entre les humains à propos des ressources. Le schéma que j'ai mis ici, qui est tiré d'un bouquin de Jacques Ferber, qui est professeur d'informatique à Montpellier, représente les principes essentiels de ce qu'on appelle un système multi-agent. Donc, un agent, c'est une entité autonome qui prend des décisions, qui cherche à réaliser un objectif qui lui est propre et qui a des représentations particulières, chaque représentation étant aussi spécifique à chacun des acteurs. Ces entités autonomes, qu'on appelle donc des agents, sont situées sur un environnement constitué donc d'objets. Pour nous, des environnements physiques, ce sera comme des territoires porteurs de ressources. Et chaque agent a une capacité de percevoir l'environnement sur lequel il est situé et de le modifier, d'avoir des actions sur cet environnement. Ce qui va nous intéresser avec les systèmes multi-agents, c'est cette dimension représentation explicite de la façon de se représenter le fonctionnement d'un système, qui peut passer par des représentations de l'environnement lui-même. Donc, chaque agent du système multi-agent peut avoir une représentation spatiale qui lui est propre, et pour ce faire, va manipuler dans son modèle mental des entités spatiales particulières. D'un point de vue technique, dans des outils qu'on a développés, on travaille sur des compositions hiérarchiques d'entités spatiales. Et souvent, on a un niveau élémentaire de décomposer l'environnement comme un ensemble d'entités spatiales élémentaires, une grille spatiale, qui est représentée ici à gauche comme un système d'information géographique de type avec des petits éléments comme des petites cellules élémentaires, de portions élémentaires d'espace. Une fois qu'on a découpé notre espace dans ces portions élémentaires, on va pouvoir dire eh bien, il y a des agrégations qui sont possibles sur la base de propriétés. Par exemple, selon le type de couverture végétale, on va définir une entité de type boisement, qui serait par exemple l'agrégat de ces cellules vertes qu'on voit ici à gauche. Et puis même, on peut définir aussi des entités spatiales qui sont composées d'agrégats, comme l'ensemble des boisements qui composeraient une entité spécifique construite comme une agrégation d'entités de niveau inférieur. Donc, ça veut dire qu'au niveau technique, on a des architectures qui nous permettent de représenter différents niveaux spatiaux. Donc, ici à gauche, on reconnaît le niveau cellulaire. Chaque petite cellule verte est représentée en vert si on a de la végétation à un niveau suffisant pour considérer qu'il y a des arbres sur chacune de ces petits pixels.
Et puis, donc, on peut composer des agrégats qui seraient à l'échelle de parcelles, ici en bas à droite, des parcelles agricoles en jaune, et puis des parcelles en jachère grisée, et des parcelles de type boisement en vert. Et donc, on a 3 niveaux en fait, qui coexistent dans cette façon de représenter les entités spatiales. Le niveau cellulaire, le niveau parcelle et le niveau agrégation de parcelles. Ici, il peut y avoir des enjeux écologiques sur la continuité écologique ou des corridors. Et la définition d'entité spatiale de ce niveau supérieur peut être intéressante pour considérer des enjeux de biodiversité en même temps que des enjeux de production agricole ou des enjeux de processus écologique de dissémination de végétation dans le même modèle. Au niveau spatial, on peut aussi, avec les systèmes multi-agents, définir des architectures. Si j'ai pris un exemple, la proposition d'un cadre pour définir le fonctionnement de fermes collectives, qui est tiré des travaux d'une doctorante, Delphine Laurent, qui propose donc d'utiliser une architecture qu'on appelle agent groupe rôle, qui a été proposée dans le cadre des systèmes multi-agents pour définir le fonctionnement de systèmes de n'importe quel type. Ici, donc, adapté à la description de fermes collectives, où on met l'accent sur la notion de rôle, et on a défini ici un certain nombre de rôles possibles dans des fermes collectives. Et c'est le rôle, finalement, qui va permettre de travailler sur la prise en compte simultanée de différents niveaux. Évidemment, un rôle, il est tenu, il est joué par un agent, c'est-à-dire un individu dans le système, mais c'est le rôle qui va permettre de définir les différents groupes qui existent. Et c'est des rôles aussi qui vont utiliser différents types de ressources. Donc ça, c'est un cadre un peu générique qui a été appliqué à la description de différentes fermes collectives pour essayer de mettre en évidence en fait différents niveaux d'organisation qui peuvent exister et qui sont de différentes natures, qui peuvent être liés à la production agricole, qui peuvent être liés à la commercialisation, à la transformation. Donc ici, on a un exemple, une image d'une exploitation sur laquelle on a différents groupes. Donc chaque plateau, on appelle cette vue en fait une vue plateau à fromage. Et chaque plateau en fait correspond à un groupe. Et chaque bâton qui relie les différents plateaux, c'est une personne, c'est un individu qui peut tenir plusieurs rôles dans différents groupes. Donc cette visualisation en fait est assez pratique pour donner à voir les différents niveaux d'organisation sociale qui peuvent exister dans une exploitation agricole où on a un ensemble de personnes qui peuvent interagir. Je vais dire 2 mots sur la simplification, puisque c'était le thème de mon exposé. D'un point de vue de la pratique, le niveau de simplification qu'on utilise assez fréquemment, ça ne va pas être un niveau abstrait, totalement abstrait, où on a vraiment poussé la simplification jusqu'à avoir des représentations qui ne sont pas très connectées. Excuse-moi, je t'interromps, je n'ai pas mis ma caméra, mais il te reste 1 minute. OK. Je sais que c'est vers la fin, donc voilà. Ouais. Je vais essayer de tenir, je ne suis pas trop loin de la fin. Je vais aller assez vite donc, sur cette diapo, juste pour vous montrer qu'il y a donc d'un extrême des représentations abstraites, de l'autre des représentations réalistes, où on va intégrer dans les modélisations, par exemple ici à droite, un bassin versant qui existe dans la réalité. Ce qu'on appelle une représentation stylisée, ça va être un peu un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir une connexion par rapport à un type de territoire donné, mais malgré tout, on a une représentation stylisée. Donc, des hexagones de différentes couleurs. Ici, ça représente au milieu une forêt méditerranéenne avec différents types de couches de végétation. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais au travers des proportions entre chacun des différents types de végétation, on retrouve des caractéristiques spécifiques à la forêt méditerranéenne. Donc, on a quand même un lien par rapport à la réalité, mais le lien, il n'est pas poussé à l'extrême jusqu'à représenter exactement les détails et les particularismes d'un socio-écosystème. Donc, le message juste que je voulais passer au final, c'était que dans cette démarche de modélisation, ce qui est important justement, c'est d'ajuster le degré de simplification des modèles à l'objectif des processus de modélisation. Donc, j'ai parlé de modèles théoriques, de modèles empiriques réalistes,
Donc, l'intermédiaire entre les deux, c'est des modèles stylisés. Et raccrocher ça à des objectifs particuliers, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de faire des modèles abstraits, mais là, on va travailler donc à consolider des connaissances génériques. C'est intéressant aussi de développer des modèles qui sont très spécifiques à des systèmes particuliers. Et là, on va pouvoir plutôt aller vers des mesures de gestion et faire réfléchir à comment faire évoluer un système de règles ou quel type d'incitation proposer pour améliorer le fonctionnement d'un système particulier. Et dans la version un peu intermédiaire sur laquelle moi je travaille, avec des représentations un peu stylisées, on va plutôt être avec un objectif d'apprentissage collectif pour partager des représentations, c'est un peu ce que je disais au début, et pour améliorer, enfin, aller vers une compréhension partagée de comment fonctionne un système et inciter les gens à s'engager dans des actions collectives. Voilà, c'était la dernière diapo que je vais sur ma présentation. J'espère que j'ai à peu près respecté le temps. C'est parfait. Merci Christophe, je t'ai prévenu un peu tard sur la minute qui te restait. Alors du coup, je propose qu'on prenne quelques questions, hein, c'était l'idée, et puis peut-être des questions qui nous permettront aussi de nous raccrocher à nos cas concrets qu'on travaille, nous, chacun dans nos situations. Alors, donc je propose que vous leviez la main, ou en tout cas, sentez-vous libre d'allumer votre micro, on n'est pas nombreux, donc on peut se permettre un temps d'échange rapide. Enfin, libre, je veux dire, à l'oral. Ah, Rodolphe, vas-y, oui. Ouais, du coup, je peux commencer le temps que ça donne des idées à d'autres personnes. Merci beaucoup, parce que c'était très clair et très intéressant. Effectivement, je trouve que ça collait bien avec le genre de questions qu'on se pose. Alors, moi, j'aurais une question là, pour rebondir sur la fin, sur ce que tu nous as dit sur ajuster le niveau de simplification à l'objectif du processus de modélisation. Là, typiquement, quand on travaille sur les systèmes, même sur les socio-écosystèmes de manière générale, mais encore en particulier sur les systèmes agroécologiques diversifiés, on a souvent des questions de manque de connaissances. Et du coup, en quoi est-ce que le niveau de connaissance, tu le lierais à la simplification? Est-ce que nécessairement, quand on ne sait pas grand-chose, on fait forcément très simple, ou est-ce que au contraire, on peut être amené à faire plus complexe, enfin, ou plus précis pour révéler des manques? Enfin, je ne sais pas, voilà. Je vais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Alors, ouais, souvent ça peut vraiment être un problème d'avoir en fait des déséquilibres dans les différents composants d'une représentation du fonctionnement d'un système qui est lié à la connaissance justement qu'on a des différents composants ou des différents modules. Il y a vraiment un point de vigilance par rapport à ça parce que évidemment c'est hyper fréquent qu'on ait des trous de connaissances ou des connaissances qui ne soient pas du tout au même niveau entre les différents composants du système qu'on représente. C'est pas toujours facile de s'obliger à ne pas représenter avec beaucoup de détails des modules pour lesquels on a plus de connaissances que d'autres pour lesquels on en a moins. Donc, on a toujours un petit peu tendance, malgré tout, à retrouver ce décalage entre le degré de détail dans le modèle et le niveau de connaissance qu'on a du système réel. Mais ça peut permettre de les révéler. Moi, c'est un peu la réponse que j'ai envie de faire, c'est de dire qu'il faut être vigilant par rapport à ça parce que ça ne doit pas être systématique. Et puis, ça peut aussi permettre de révéler les parties du système sur lesquelles on a vraiment des manques de connaissances que de dire, bon, ben là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On a peut-être différentes hypothèses. On va se mettre d'accord sur laquelle on retient pour que le modèle puisse tourner. C'est ça aussi un petit peu à la fois la contrainte et j'allais dire le côté intéressant des modèles, c'est qu'on ne peut pas mettre un mouchoir sur la partie du système pour lequel on n'a pas suffisamment de connaissances pour l'intégrer dans le modèle. Parce que si on veut que le modèle tourne, entre guillemets, il faut qu'on mette quelque chose, même si la connaissance reste imparfaite. Donc, en mettant quelque chose pour que ça puisse quand même tourner, c'est un moyen de l'exposer et d'exposer le manque de connaissances et d'en discuter. Donc, des fois, c'est vrai qu'on y va assez grossièrement, je vais dire. On fait
on met des choses dans le modèle dont on n'est vraiment pas sûr du tout que ce soit le plus pertinent de les mettre comme ça, mais voilà, on les met pour que le modèle puisse tourner et pour que ça suscite aussi des discussions sur les améliorations nécessaires par rapport à des façons très grossières qu'on a pu sélectionner dans un premier temps. Ouais. Et du coup, là-dessus, une manière, notamment dans les démarches commodes, une manière de faire souvent, c'est de se dire finalement, ce qui importe, c'est la manière dont les acteurs se représentent le système. À la limite, presque quand on ne sait pas, c'est une bonne manière de faire. Tu as des exemples de situations où il s'est avéré que la représentation que les acteurs avaient du système était très différente du système, de son fonctionnement réel. Et qu'est-ce que ça amène dans la gestion? Est-ce que ça se révèle productif ou contre-productif dans ces cas-là d'amener, de faire un modèle qui se base sur le point de vue des acteurs, mais qui puisse être assez différent du fonctionnement réel du système? Généralement, les modèles qu'on commence par développer dans un processus commode, parce que c'est quand même assez fréquent qu'on développe plusieurs modèles au sein d'un processus commode et pas un modèle qu'on affine progressivement. Donc, c'est des processus parfois qui pourront prendre beaucoup de temps, mais c'est assez important ce point-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme un processus où on va raffiner progressivement un modèle et on va amener le modèle à un niveau suffisant pour qu'on puisse justement l'utiliser pour de l'aide à la gestion, ou en tout cas pour discuter de quelles mesures on pourrait prendre pour améliorer le fonctionnement du système. À un certain point, on va s'arrêter avec le premier modèle qu'on aura développé en disant bon, ça a permis des discussions intéressantes, ça a permis de vraiment révéler que par rapport à telle partie du système, on a des manques de connaissances, il faudrait qu'on développe d'autres études, d'autres parties des interactions, des collaborations, pour aller mieux comprendre comment cette composante fonctionne. Et donc, on va laisser de côté le premier modèle sur lequel on sera engagé, on aura commencé à développer. Et peut-être que dans un deuxième temps, on va développer un autre modèle qui, lui, aura plus pour objectif d'aller orienter des choix de gestion, mais qui ne sera pas le même modèle. Généralement, quand même, il n'y a pas une continuité entre les différents petits modèles. Alors, ça arrive, ce n'est pas à chaque fois non plus qu'on va aller vers un modèle qui va permettre d'être utilisé dans l'aide à la gestion. Là, je dirais même que la plupart du temps, on n'a pas ça dans les processus commodes. Quand ça arrive, généralement, ça passe par la production d'un modèle différent. Une question de Laetitia, sachant que peut-être une question courte, réponse courte, on verra. Oui, tu n'as pas ton micro. Ouais, c'est bon. Oui. En fait, ce n'est pas Laetitia, c'est Sébastien. Donc, Sébastien, salut. bonjour, donc on vous accueille avec Elsa sur la ferme. Et je sais que vous allez en discuter de ce qu'on fait. On peut anticiper. Nous, dans ce qu'on voit, là, dans ce que j'ai compris, je voulais savoir la dimension évolution du système, comment vous l'intégrez, parce que sur les fermes, souvent, un système, il est, en tout cas, nous, dans notre modèle, justement, complexe, c'est qu'une des caractéristiques, c'est qu'il est évolutif, avec des choix, des décisions qui ne sont pas forcément anticipées, qui peuvent être opportunistes, qui peuvent être du coup même parfois abandonnés, réorientés. Du coup, je me demandais comment la modélisation tient compte de ça sans simplifier à outrance notre mode de fonctionnement. Parce qu'on peut prendre des décisions presque du jour au lendemain par rapport à un événement climatique, par exemple, ou une réorientation, perte d'un marché ou une affinité, des choses qu'on a envie de faire et puis qu'on ne fait pas, et puis qu'à un moment donné, pour une décision X ou Y, on va essayer de le faire. Bon, tout en restant cohérent dans notre idée de fonctionnement, mais je voulais savoir comment ça, vous arrivez à le gérer. On n'arrive pas très bien à le gérer, c'est vraiment justement la difficulté des systèmes adaptatifs complexes, c'est justement qu'effectivement, à tout moment, il peut y avoir des
des changements non prévus au départ dans le plan initial et dans la description du système qui font qu'on a des changements de trajectoire, presque des bifurcations. Une façon de travailler sur cette dimension-là, c'est faire des simulations interactives, dans le sens où en fait, on va simuler une saison de production, par exemple, une année, on va dire. Et puis, en fait, le temps s'arrête. Le temps s'arrête régulièrement. Et on rouvre un espace de discussion pour savoir, bon, il y a eu une première saison de production, voilà les résultats, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous décidez de continuer à faire de la même façon que vous aviez fait la première année ou est-ce que vous changez? Et si vous changez, c'est quoi vos décisions? En fait, les décisions sont réentrées dans la simulation à chaque, enfin, potentiellement à chaque tour de simulation. Donc, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on appelle un tour de simulation. Mais c'est la différence entre une simulation interactive et une simulation continue où on va faire tourner pendant 10 ans, 15 ans, sans que la simulation, sans qu'on puisse interagir avec la simulation. Et donc, on travaille beaucoup sur ces simulations interactives, nous, dans un premier temps, avant, peut-être de manière complémentaire, de pouvoir faire des simulations où le temps sera continu sur 10-15 ans. Mais le fait d'avoir des simulations interactives, ça permet y compris d'intégrer des événements comme des cartes événements, comme dans un peu des jeux de société où on dit « Ah, cette année, il s'est produit ça, les prix se sont effondrés, ou il y a eu vraiment une sécheresse exceptionnelle. » Et du coup, là, on rouvre la fenêtre de discussion sur c'est quoi les décisions suite à ces changements radicaux. Donc voilà, les mises en situation permettent de faire ça, permettent d'arrêter la simulation dès qu'on le veut et d'introduire des événements un peu exceptionnels et de voir comment les décisions sont impactées par les événements exceptionnels. Merci Christophe.